Et on reprend notre soirée de conférence avec Chiara Neri, maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3 et directrice du Centre de droit international de la même université. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là ce soir pour un format un peu particulier. Et on va parler de droit. Ça changera des disciplines un peu plus techniques que vous avez eues avant. Vous allez voir, le droit, ça peut être aussi un petit peu technique, mais grâce au schéma, je pense que tout le monde devrait suivre. Et les enjeux sont vraiment passionnants. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la possibilité de protéger les océans grâce à un outil juridique dont on dispose, qui s'appelle une aire marine protégée. C'est un outil qui est très important, qui est très efficace, enfin, qui peut être très efficace et qui malheureusement est sous-utilisé. Alors pour bien comprendre les enjeux des aires marines protégées, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous expliquer comment la mer est divisée, quels sont les différents régimes juridiques qui régissent les différents espaces maritimes, afin que vous puissiez comprendre par la suite quels sont les problèmes qui peuvent naître de la création des aires marines protégées. Alors, première chose, le droit international a morcelé les océans. C'est pas du tout quelque chose de naturel, puisque les espaces maritimes ont des frontières. Évidemment, la nature, elle, n'a pas de frontières. C'est encore plus vrai en mer, où on ne peut même pas marquer une différence par une montagne, un cours d'eau, etc. Malgré tout, le droit international a créé différents espaces qui n'ont pas du tout le même régime juridique. Le premier de ces espaces, celui qui est le plus près des côtes, s'appelle les eaux intérieures. Ces eaux intérieures ont un régime juridique qui est équivalent à celui du territoire terrestre. C'est-à-dire que l'État dispose sur ces zones-là d'une souveraineté absolue. Donc, il peut réglementer également ces eaux intérieures, essentiellement ces ports, et y adjoindre des règles environnementales, par exemple. Ça, c'est possible. La zone qui vient juste après, c'est une zone de mer territoriale, qui est aussi une zone de souveraineté, sur laquelle l'État va pouvoir adopter des règles environnementales également. Mais cette zone de souveraineté, déjà, elle commence à être un petit peu aménagée parce que les navires ont un droit de passage dans la mer territoriale, ce qui va nécessairement avoir aussi un impact environnemental. Et plus on s'éloigne, plus les États ont des compétences qui sont limitées et qui sont assignées à certains objectifs très précis. Au-delà de la mer territoriale, on a ce qu'on appelle la zone contiguë, qui ne va pas nous servir aujourd'hui parce qu'elle est utile simplement pour des questions fiscales ou douanières. Je vais vous mettre le petit schéma, d'ailleurs. Voilà. Attendez, non, c'était celui-là. Parfait. Pardon. Oui, donc vous voyez, plus on s'éloigne, plus on a des compétences qui s'étiolent. La zone contiguë, c'est une zone douanière, immigration, donc ça peut servir pour lutter contre la contrebande ou contre le trafic de migrants, par exemple, mais il n'y a pas de compétences environnementales ni de compétences de pêche ou de conservation. En revanche, sur la zone économique exclusive, qui est la zone maritime la plus vaste dont dispose l'État sur la colonne d'eau, puisqu'ensuite on a le plateau continental en dessous, mais là c'est pareil, il est peu utile pour la conférence d'aujourd'hui. Sur cette zone de mer qui est très importante, qui fait 200 000 nautiques, donc qui est vraiment immense, en comparaison, la zone contiguë, ça fait 12 000 nautiques. Donc voilà. Sur cette zone de mer, sur la colonne d'eau de la zone économique exclusive, l'État côtier a des compétences en matière de pêche et de conservation, et donc il va pouvoir créer des aires marines protégées. Donc pour résumer, un État côtier peut créer une aire marine protégée dans sa mer territoriale, puisqu'il est souverain, dans sa zone économique exclusive, puisqu'on en a la compétence. Le problème, je change de carte pour que vous visualisiez, le problème c'est que l'immense majorité des océans ne relèvent ni de la mer territoriale d'un État, ni de la zone économique exclusive de cet État, puisqu'il s'agit de haute mer. Vous voyez sur la carte, en bleu foncé, les zones de zone économique exclusive sur lesquelles les États côtiers peuvent créer des aires marines protégées. Le reste, c'est de la haute mer. En rouge sont les zones économiques exclusives françaises. Vous voyez que la plus vaste, de loin la plus vaste, c'est la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, sur laquelle on a une aire marine protégée qui est très importante.
Bien, donc le souci que l'on a en premier, c'est de réussir à protéger les espaces marins les plus vastes, c'est-à-dire la haute mer, qui est un espace international pour lequel aucun État n'a de compétences pour le réglementer et donc pour créer seul, par exemple, une aire marine protégée. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas créer d'aire marine protégée en haute mer ? Non, on peut. Mais il faut alors mobiliser d'autres compétences et surtout d'autres mécanismes. Et ça doit passer par des organisations internationales. On a deux grands traités qui permettent de créer des aires marines protégées en haute mer. Le premier, c'est un traité qui porte sur le droit de la mer. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a été adoptée à Montego Bay en 1982. J'ai l'impression que ça vous dit quelque chose. Et la deuxième grande convention, c'est une convention cette fois-ci de protection de la diversité. Et donc c'est la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée à Rio en 1992. Ces deux conventions permettent la création d'aires marines protégées dans les espaces des États, bien entendu, mais également en haute mer. Mais pour ce faire, il faut qu'une organisation internationale qui est créée puisse adopter cette aire marine protégée. Par exemple, on a des commissions régionales de pêche qui ont été créées pour gérer les stocks de certaines espèces dans certaines zones des océans. Et ces organisations régionales de pêche vont pouvoir créer parfois des zones protégées, des sanctuaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui des aires marines protégées. C'est le cas, par exemple, de la CAMLAR, c'est-à-dire la Commission pour la protection de la faune et de la flore de l'Antarctique, qui a pu créer des aires marines protégées, y compris donc sur des zones de haute mer. Par exemple, dans la mer de Ross ou au large des îles Orcales. Donc, ces zones peuvent être créées plus proches de nous. On a par exemple la commission OSPAR, qui est une organisation régionale européenne qui régit une partie de l'Atlantique nord-est, donc des côtes européennes, qui a aussi créé une aire marine protégée de haute mer. Pour que ce soit possible, bien sûr, c'est toute la technicité du droit, pour que ce soit possible, il faut que l'organisation internationale ait, dans son statut constitutif, c'est-à-dire dans le traité qui la crée, ait la compétence pour créer une aire marine protégée en haute mer. Si les États n'ont pas donné cette compétence à l'organisation lorsqu'ils l'ont créée, eh bien, elle ne peut pas. Donc, il y a très peu d'organisations internationales qui ont cette compétence. Mais il en existe, bien entendu, et les États ont bien entendu le loisir d'en créer de nouvelles. C'est aussi possible. C'est d'ailleurs l'objet de négociations qui ont lieu en ce moment au sein des Nations Unies, ce qu'on appelle dans notre jargon BBNJ, c'est-à-dire Beyond National Jurisdiction, c'est-à-dire des zones, comment protéger la biodiversité dans les zones qui sont au-delà de la juridiction des États, donc la haute mer. Il y a également les fonds marins, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas du tout le même statut. Donc c'est un outil qui existe. C'est possible de créer des aires marines protégées en haute mer. Le problème qui va se poser, qui est un problème technique, ensuite on aura des problèmes politiques dont je vais vous parler plus tard. Le problème technique, qui est un problème de droit, c'est le problème des États tiers. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une organisation internationale, qui va protéger une espèce de poisson dans une zone particulière d'un océan déterminé, eh bien, ce sont en général les États riverains ou les États qui ont des intérêts dans cette zone, par exemple, qui envoient leurs navires de pêche régulièrement, qui vont participer à l'organisation. Donc, qui vont soit la créer, soit qui vont adhérer par la suite à cette organisation. On n'a pour le moment aucune organisation de ce type qui soit totalement universelle, c'est-à-dire où tous les États du monde y sont partis. Le problème qui se pose donc, c'est que la haute mer, c'est une zone de liberté. Un État en haute mer est libre de faire naviguer ses navires, d'utiliser les ressources, donc de les exploiter, de pêcher, de faire passer des câbles sous-marins, de créer des installations temporaires, comme des îles artificielles dont on parlait tout à l'heure. Tout cela fait partie du régime juridique de la haute mer, qui est un espèce de liberté et de non-appropriation. Or, si vous avez par exemple une dizaine d'États qui créent une aire marine protégée dans une zone de haute mer, eh bien ça ne peut pas affecter les droits des tiers.
Le problème donc, c'est que faire si vous avez un État non membre de l'organisation qui continue à exploiter les ressources, à envoyer des navires de pêche. Voilà. Là, on est à une limite de ce que le droit peut faire. Là, on a une lacune juridique et pour la combler, eh bien, il nous faut le pouvoir politique, puisque c'est lui qui adopte les règles de droit. Donc il faudrait, là aussi, on a beaucoup d'espoir dans les négociations au sein des Nations Unies, ces négociations BBNJ. Il faudrait trouver une solution juridique pour régler le problème des tiers, c'est-à-dire des États qui ne sont pas partis à ces conventions qui protègent les zones de haute mer. Une petite question pour rebondir sur vos propos, Chiara. A-t-on seulement une définition communément admise de l'aire marine protégée ? Alors, on a des définitions de travail, mais pas de définition universellement admise. Vous avez la définition de la Convention sur la diversité biologique, qui est la plus communément admise, entre guillemets, qui est contenue aux articles 2 et 8 de cette convention sur la diversité biologique, qui est aisément trouvable. Cette convention définit l'aire marine protégée de manière très vaste, c'est-à-dire une zone de mer, peu importe son statut, peu importe si c'est de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou de la haute mer. Donc une zone de mer qui est protégée spécifiquement en raison de l'existence d'un écosystème fragile ou d'espèces qu'il convient de protéger particulièrement. Donc c'est très vaste et ça recoupe, c'est en réalité une très bonne question parce que ça recoupe toute une série d'aires marines qui n'ont pas du tout le même contenu en termes de protection. Donc il y a des aires marines protégées qui sont très protectrices parce que quasiment toutes les activités y sont interdites. Donc évidemment, là, les océans, on les laisse vivre. C'était le thème de cet après-midi. Et puis vous avez des aires marines protégées qui sont beaucoup plus souples et qui vont interdire qu'une seule activité. Par exemple la pêche. Bien, et donc le problème juridique principal, c'est celui-là, les tiers. Que faire des tiers ? Après, on a aussi toute une série de problématiques qui se posent sur les aires marines protégées, qui est véritablement la problématique de que faire de leur contenu. Ça rejoint un peu la question que vous venez de poser, qui est une problématique en fait qui est politique. Peut-être voir ça en deux temps. Premier temps, l'aire marine protégée, c'est un outil juridique. Ça veut dire que c'est le pouvoir politique qui est décisionnel qui va l'utiliser pour en faire ce qu'il en a envie. Dans ce cas-là, l'aire marine protégée va pouvoir être soit très protectrice, soit pas du tout protectrice. Finalement, on n'a pas beaucoup de règles en droit international qui imposeraient un niveau minimum de protection pour qu'on puisse qualifier la zone d'aire marine protégée. Je vais vous donner un exemple, pour commencer, d'aire marine protégée qui a bien fonctionné, c'est-à-dire où les activités humaines étaient très réduites et donc où les populations d'espèces qui étaient visées par la protection ont pu on a pu voir un impact positif sur ces espèces, notamment sur les mammifères. Alors pour vous donner un exemple proche de nous, on a le sanctuaire Pélagos, qui est situé entre la France, l'Italie et Monaco, donc qui fait ce triangle autour de la Corse, qui touche la Sardaigne. Ce sanctuaire Pélagos, c'est un exemple de coopération internationale dans le cadre de la Convention sur la mer Méditerranée une convention qui a été conclue entre la France, l'Italie et Monaco. Bien entendu, on garde à l'esprit les tiers, puisque cette zone Pélagos contient la mer territoriale et la ZE des États concernés, mais contient également une zone de haute mer. Donc on a à l'esprit le fait qu'il est difficile de faire respecter dans cette zone de haute mer les règles qui sont applicables au sanctuaire Pélagos. Donc là, on a véritablement une aire marine protégée qui est digne du nom et qui a protégé surtout les mammifères et les cétacés de la zone. Les résultats sont bons. Les résultats montrent une bonne vitalité de ces espèces dans la zone.
Et ça s'explique par le fait que non seulement les activités de pêche de ces espèces protégées ont été interdites, mais également d'autres activités humaines qui entravent la protection de ces espèces, comme par exemple des activités minières, de production d'hydrocarbures, ce genre d'activités qui parfois ne sont pas interdites dans les aires marines protégées. Donc là, on a un exemple assez positif de ce que le pouvoir politique a fait de l'outil l'outil juridique qui est aire marine protégée. Après, ça n'est pas toujours aussi facile et aussi positif pour deux raisons majeures. Soit parce que la motivation de la création de l'aire marine protégée n'est pas du tout écologique. Dans ce cas-là, ça ne se passe pas forcément très bien. Soit parce que l'aire marine protégée est tout simplement pas assez outillée pour protéger la biodiversité. Alors, commençons peut-être par la deuxième, parce que ça ira plus vite. On a beaucoup d'aires marines protégées, surtout en Méditerranée. Beaucoup, parce qu'on est à 7,4% de la Méditerranée qui est protégée, donc c'est plus que la moyenne des océans en général. Sur ces 7,4%, on a environ 0,04% qui sont protégés de manière efficace, c'est-à-dire avec des règles qui interdisent non seulement la pêche, mais également les autres activités humaines qui sont dommageables pour les espèces, pour les écosystèmes marins, comme la production d'hydrocarbures, les îles artificielles ou encore d'autres exploitations minières. Donc ça, c'est la première constatation qui est finalement assez sombre. On se félicite souvent des bons chiffres de progression des aires marines protégées, mais si c'est pour créer une aire marine protégée et finalement interdire que la pêche, eh bien, on n'arrive pas à une protection efficace. C'est également ce qui se passe lorsqu'on crée des aires marines protégées immenses. Là, on est un peu à la course à la plus grande aire marine protégée qu'on pourra créer. C'est d'ailleurs ce que fait la France et la Nouvelle-Calédonie, puisque l'aire marine protégée autour de la Nouvelle-Calédonie est immense. Récemment, on a eu en mer de Ross, donc au large de l'Antarctique, une aire marine protégée qui est colossale. Le problème, c'est que si c'est colossal, mais que seule la pêche est interdite, et seulement pour certaines espèces, eh bien, on n'a pas suffisamment de protection. Et pour finir, le dernier problème dont je voulais vous parler sur les aires marines protégées, c'est la motivation de l'État qui crée cette aire marine protégée, ou la motivation de l'organisation qui la crée. Si c'est une organisation internationale à vocation environnementale ou à vocation de conservation, en général, les motivations sont écologiques, et donc on a une aire marine protégée qui correspond aux besoins de la zone, et donc qui correspond aux espèces qui vivent dans cette zone et aux écosystèmes qui vivent dans cette zone. En revanche, lorsque ce sont les États qui les créent de manière unilatérale, dans leurs ZEE par exemple, ou dans leur mer territoriale, eh bien ce sont parfois d'autres enjeux qui viennent en ligne de compte. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est l'exemple des îles Chagos, dont on a beaucoup parlé en ce moment en raison du conflit entre le Royaume-Uni et l'île Maurice sur la possession de ces îles, tout simplement. Ce sont des îles qui, pour le moment, sont administrées par le Royaume-Uni. Les populations de Chagossiens qui ont été déplacées étaient des populations de pêcheurs. Donc ce qu'ils demandent, c'est le retour sur leurs îles pour exercer leur métier traditionnel, c'est-à-dire la pêche. Pour éviter ce retour, et donc pour empêcher le retour des Chagossiens sur leur île, les Britanniques ont décidé de la création d'une aire marine protégée très dure, cette fois-ci, avec interdiction totale de la pêche, interdiction totale de l'exploitation de cette zone. Donc écologiquement, évidemment, c'est formidable, mais la motivation qui est derrière n'est pas du tout une motivation environnementale, c'est une motivation, on va dire, de pure souveraineté, pour conserver la souveraineté sur les îles et empêcher le retour d'une population qui a été expulsée. Donc là, on voit qu'on est assez loin quand même de la protection, de l'enjeu de la protection des océans. Dernier exemple que je voulais vous donner, qui est peut-être le plus fou à ce jour et qui pourtant n'est pas isolé, c'est l'exemple des Seychelles. Les Seychelles ont également créé des aires marines protégées autour de leurs archipels. Donc vous voyez sur la carte, une aire marine protégée au nord des eaux archipélagiques et une aire protégée au sud.
Cette création a été applaudie par la communauté internationale, disant c'est formidable, les Seychelles protègent les écosystèmes marins, protègent donc une grande partie de leur zone économique exclusive. Le problème, c'est que la motivation de la création de cette zone n'est pas du tout une motivation environnementale, c'est une motivation économique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Seychelles étaient au bord de la banqueroute. On avait un État qui était tellement endetté qu'il allait déposer le bilan, si on peut dire. Donc on a été dans une situation financière telle que les Seychelles allaient devoir être placées sous tutelle, probablement. Pensez à ce qui s'est passé à la Grèce, par exemple. Donc pour éviter d'avoir une situation économique absolument abominable aux Seychelles, les Seychelles le gouvernement des Seychelles a conclu un accord avec une ONG américaine qui s'affiche comme étant une ONG environnementale sur une opération de rachat de dette. Donc l'ONG américaine rachète la dette des Seychelles provisoirement, puisque les Seychelles devront bien sûr rembourser. Donc rachète provisoirement la dette des Seychelles et en échange, cette ONG va, via un espèce de trust fund, auquel le gouvernement des Seychelles participe un peu, gérer ces aires marines protégées. Donc, c'est-à-dire que les règles qui sont applicables dans ces zones-là, qui sont la ZEE des Seychelles, ne sont pas déterminées par le gouvernement séchellois pour des raisons écologiques, mais vont être déterminées par cette ONG, par le Trust Fund créé par l'ONG américaine pour des raisons majoritairement économiques, mais pour conserver un aspect d'environnementalisme, on va dire, la pêche de certaines espèces est interdite. Là aussi, l'effet est plutôt négatif sur les populations locales qui sont parfois privées de leurs moyens de subsistance, qui est la pêche. Et pour autant, l'environnement de la zone n'est pas forcément amélioré parce que les activités d'exploitation des hydrocarbures ne sont pas interdites, qui sont bien entendu très polluantes. Voilà un petit peu, je crois que j'ai un peu dépassé mon temps, je suis désolée, un petit peu pour un horizon rapide des aires marines protégées, et je serais ravie de répondre à vos questions. Pas grave d'avoir dépassé, c'était passionnant, Chiara. Plusieurs questions qui suivent le fil de votre intervention. Une première sur le début de votre intervention. Qui a décidé ce découpage en zones ? Les pays riches, tous les pays du monde, ceux qui ont des zones côtières. Est-ce que ceux qui ont des zones côtières, d'ailleurs, ont plus de voix, de poids dans la division des océans ? Je pense que ça fait référence à la question du droit et des conventions dont vous avez parlé au départ. Alors, le droit international de la mer, dont ressort ce découpage, il a d'abord été créé par la coutume internationale. C'est-à-dire c'est d'abord la pratique des États qui a commencé à voir apparaître certaines zones. La première zone qui est apparue dans l'histoire du droit international, c'est la mer territoriale. Et à l'époque, elle était de 3000 nautiques seulement parce que c'était la portée des canons. Donc pour se protéger, les États avaient développé une pratique de s'approprier 3000 nautiques d'eau au large de leurs côtes. Et puis, donc ça c'est une coutume. Petit à petit, ces règles coutumières ont été codifiées dans des traités. Aujourd'hui, la Convention de Montego Bay, donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, c'est elle qui est la constitution des océans, et donc c'est dans cette convention que l'on a ce découpage. Cette convention, elle a été négociée par tous les États membres des Nations Unies, donc des pays en développement comme des pays développés, des pays avec une grande façade maritime comme des pays enclavés. Donc tout le monde a participé à l'élaboration de cette convention. Elle a mis presque 10 ans à être adoptée, les négociations étaient très difficiles, mais on a pu aboutir en 1982 à une sorte de miracle juridique avec la création de cette convention qui est très longue, qui a plus de 300 articles, mais qui brosse quasiment l'intégralité du droit de la mer. En matière environnementale d'ailleurs, il y a un article qui est très important dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'article 192 de cette convention, qui donne aux États... qui met à la charge des États une obligation de protéger le milieu marin, peu importe s'il s'agit de leurs espaces maritimes à eux ou de la haute mer. Donc en réalité, on a les outils juridiques pour protéger les océans. Le problème, bien sûr, c'est ce que les États font de ces outils juridiques. Est-ce qu'il y a des leviers qui seraient contraignants, qui seraient mobilisables à l'échelle d'un tribunal international de la mer ? Je crois qu'il y en a un. Oui.
Il y en a un, effectivement. La Convention de Montego Bay de 1982 a créé le tribunal international du droit de la mer, qui est à Hambourg, et qui peut juger un État pour avoir violé une des dispositions de la Convention. Ça n'est pas le seul tribunal international à pouvoir le faire d'ailleurs, puisque la Cour internationale de justice, qui est une cour permanente, qui est bien antérieure à l'adoption de cette convention, est également compétente pour les questions maritimes. Le seul problème avec le droit international, c'est que pour qu'une juridiction soit compétente, il faut que l'État ait accepté sa juridiction. On a des États qui sont assez récalcitrants et qui n'acceptent la juridiction d'aucune cour ou d'aucun tribunal international. Là où c'est intéressant dans la Convention de Montego Bay, c'est que pour ces États-là, qui n'ont accepté ni la compétence du tribunal, ni la compétence de la Cour, eh bien, il y a un mécanisme obligatoire de règlement des différends, même s'ils ne l'ont pas accepté, qui est un mécanisme arbitral. Donc un tribunal arbitral qui va rendre ce qu'on appelle une sentence arbitrale qui sera obligatoire pour l'État. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de novateur. Le souci, bien sûr, c'est que les États ont en général quelques réticences à s'attaquer mutuellement devant ces tribunaux internationaux parce que ça ouvre un peu la boîte de Pandore. Si je t'attaque, moi je t'attaque, et voilà, on trouve toujours de quoi s'attraire devant un tribunal international. Dans le cadre de cette convention, c'est une précision, à quel point intervient la dimension culturelle des peuples concernés, le rapport à la nature, ceux qui sont plus ou moins centrés sur l'humain et l'utilisation de la nature à son propre bénéfice, les autres qui considèrent qu'ils sont au même niveau qu'un poisson ou un arbre. Comment cette dimension culturelle est-elle prise en compte dans la convention ou pas ? Dans la convention de Montego Bay, il n'y a rien sur la prise en compte de la dimension culturelle liée à la mer. En revanche, on a la convention sur le patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO, qui est donc pas la peine d'avoir 10 conventions sur le même sujet. Donc là, il existe un instrument international de protection du patrimoine culturel et naturel où sont prises en compte les habitudes et les tradition ancestrale des peuples qui habitent les zones côtières. C'est également quelque chose qui apparaît dans les droits des peuples autochtones. En droit international, on a des règles spécifiques et des droits particuliers accordés aux peuples autochtones. Et la gestion des zones côtières et donc des zones de pêche fait partie des droits des peuples autochtones. Une question très pratique, pragmatique. Une fois qu'il y a un consensus sur la création d'une aire marine protégée, à quelle échelle de temps cela se concrétise-t-il ? C'est très variable. Pour les aires marines protégées dont je vous ai parlé pour l'Antarctique, notamment pour la mer de Ross, on est sur des temps assez longs, plusieurs années, pour avoir la concrétisation de cette aire marine protégée, au moins 6-7 ans. Parce qu'on est dans le cadre d'une organisation internationale, ça va très doucement, il y a beaucoup d'États membres qui sont, on va dire, assez éclectiques et qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Qui dit disparité d'intérêts dit temps long. Après, sur des zones plus homogènes, du point de vue des États, ça peut aller beaucoup plus vite. Par exemple, je vous ai parlé de la Convention OSPAR et de la Commission OSPAR. Là, on est sur des États du nord-est de l'Atlantique qui, en général, ont plus l'habitude de se parler, ont des pratiques qui sont à peu près similaires en termes de protection du milieu marin. Et là, ça peut aller beaucoup plus vite. En peut-être 1 an, 2 ans, on peut avoir une aire marine protégée qui est créée. Une autre question sur le point particulier des pays tiers que vous avez abordé, mais si on sanctuarise une aire marine protégée en haute mer, pourquoi y aura-t-il un souci avec les pays tiers ? Pas d'exploitation, c'est tout. C'est ce qu'on comprend quand on lit le document des Nations Unies 3030. Voilà. Oui, ce serait formidable, j'aimerais partager votre enthousiasme. Le souci qui se pose surtout, c'est le contrôle des activités dans cette zone. Créer une aire marine protégée et ne pas la contrôler, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité de contrôler que les activités dans cette zone soient conformes à son régime juridique, il y a de très fortes chances que vous allez avoir des contrevenants aux règles. Donc il faut pouvoir la contrôler. Le problème donc, c'est que les États
qui ont créé cette zone vont envoyer des navires gouvernementaux, des navires de police par exemple, ou des gardes-côtes, ça dépend de leur structure nationale, dans la zone pour s'assurer que les navires qui y sont bien respectent les règles de l'aire marine protégée. Le souci qu'on a en droit de la mer, c'est que ces navires-là n'ont pas le droit d'arraisonner, de visiter et de contrôler des navires qui battent le pavillon d'un autre État. C'est le droit de la mer. Donc, si vous n'avez pas de possibilité de contrôler ce qu'il y a sur votre navire de pêche, par exemple, si vous avez un navire de pêche dans la zone, c'est une zone qui est interdite à la pêche, totalement. On ne peut pas pêcher, peu importe l'espèce. Vous avez un navire de pêche qui se balade, est-ce qu'il est juste là en train de naviguer ? Ou est-ce qu'il a effectivement procédé à une pêche illégale ? Si vous ne pouvez pas monter à bord du navire pour vérifier ce qu'il y a effectivement sur ce navire, et si vous avez des espèces protégées à bord de ce navire, eh bien, vous ne pouvez pas être sûr qu'il ait violé la règle. Donc on a ici un problème structurel du droit international. C'est la règle cardinale du droit de la mer. En haute mer, seul l'état du pavillon est compétent. Donc, si c'est un navire de pêche qui bat le pavillon du Cambodge, seul un navire de police cambodgien va pouvoir l'arraisonner, c'est-à-dire lui demander de stopper ses moteurs, le visiter, c'est-à-dire monter à bord, vérifier les papiers, entre guillemets, les documents du navire, vérifier les documents de l'équipage et vérifier l'activité que ce navire était en train de faire et si elle était conforme aux régulations. Et le projet d'une police internationale océanique n'a jamais été mis sur le papier ? Non, aussi large, non. En revanche, certaines organisations internationales ont désormais ce qui ressemble à des corps de garde-côtes ou alors des corps d'inspecteurs. C'est le cas de l'Union européenne, par exemple, qui a un corps de garde-côtes, mais qui est limité aux questions migratoires, donc on n'en parlera pas, mais qui a des inspecteurs pour faire respecter les quotas de pêche que la Commission européenne et le Conseil et le Parlement édictent. Donc là, vous commencez à avoir quand même des possibilités. Ces inspecteurs, en fait, ce sont des officiels des différents États membres qui vont être mis à disposition de l'Union européenne et ensuite qui pourront donc inspecter les navires dans les eaux de l'Union européenne. Ça existe également dans d'autres zones, mais c'est beaucoup plus rare. Ça peut exister, c'est possible, c'est toujours pareil, on peut le créer, mais il faut une volonté politique derrière. Vous parliez de la Commission européenne, on peut enchaîner là-dessus avec peut-être une question de l'actualité. On a vu le calendrier autour des aires marines protégées un petit peu s'accélérer ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus sur les objectifs de 30%, je crois, d'aires marines protégées des eaux européennes ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que ce sont des aires marines strictes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure ? Alors non, effectivement, l'Union européenne veut rester le bon élève de la protection de l'environnement en général, ce qui implique bien sûr de protéger les océans. Et l'Union européenne a un rôle que je dois dire très important dans les grandes conférences internationales, dans l'adoption des grandes conventions, parce que l'Union européenne pèse beaucoup, si vous mettez bout à bout les 27 États de l'Union européenne, donc il y a un poids, et puis surtout, il y a une forme de volonté de conserver l'exemplarité. Donc la Commission européenne a publié, là effectivement très récemment, sa ligne de conduite, sa feuille de route pour la création d'aires marines protégées. C'est ce que la Commission européenne entend par aire marine protégée, c'est tout type de structure qui permettrait de protéger une zone maritime ou une espèce. Donc on est sur des aires marines protégées qui peuvent être très strictes comme qui peuvent être finalement assez peu contraignantes pour les États. Ce que veut la Commission surtout, c'est pouvoir arriver au prochain grand sommet international en disant bah voilà, nous, nos eaux européennes, dans les eaux de l'Union européenne, on a atteint l'objectif des 30%, qui est quand même beaucoup plus important que l'objectif de la communauté internationale dans son ensemble, qui est l'objectif qu'on appelle l'objectif d'Aichi, qui est plus à 10-11% d'aires marines protégées. Donc c'est ça que veut l'Union européenne, c'est un objectif politique, évidemment c'est un objectif aussi écologique, mais il n'y a pas dans le document de la Commission européenne d'obligation pour les États membres de créer des aires marines protégées dures.
C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup en tout cas pour votre Merci à vous. conférence. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux. Et on se retrouve merci. bientôt. Vous pouvez retrouver tous les éléments sur nos pages Facebook, sur notre site internet, sur notre magazine. Tout est accessible. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.